Bienvenue. Aujourd'hui, on explore ensemble des déclarations assez récentes de Sergueï Lavrov. Ça fait suite à des discussions à Washington où il y avait du monde, y compris Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Notre objectif, c'est quoi? C'est d'essayer de comprendre la perspective russe telle que Lavrov la présente. On va regarder son interprétation de l'histoire, les conditions qu'il pose pour d'éventuelles négociations sur l'Ukraine. On a des extraits précis de ce qu'il a dit. Et il y a des points qui sautent aux yeux tout de suite. Comment il voit les discussions avec l'équipe Trump par rapport aux Européens, sa défense des russophones. Bon, on se lance. Alors, premier truc qui frappe, c'est vraiment le ton, très positif de Lavrov sur les discussions avec Trump à Washington. Il parle d'une atmosphère très bonne. Oui, très bonne, et ça contraste énormément avec la façon dont il perçoit les Européens. Exactement. Pour lui, les Européens sont focalisés sur les cessez-le-feu, les sanctions, sans chercher les causes profondes, selon ses termes. C'est ça. Et il suggère que l'équipe Trump, elle, semblait vouloir aller au fond des choses, comprendre d'où vient le conflit, chercher des solutions plus stables. Oui, voilà. Et cette distinction qu'il fait entre l'approche américaine version Trump et l'approche européenne, elle est assez fascinante en fait. Ça pose la question des dynamiques transatlantiques face à ce conflit, comment elles évoluent ou pourraient évoluer. Et il n'est pas tendre avec les dirigeants européens. Il les accuse carrément d'ignorer ces fameuses causes profondes. Et surtout, les droits des russophones en Ukraine. Ah oui, ce point revient souvent. Il parle même d'hypocrisie. L'Occident qui mettrait les droits humains en avant, mais de manière sélective. Il dit qu'ils ignorent l'interdiction de la langue russe, des médias russophones, ou même de l'Église orthodoxe ukrainienne qu'il appelle canonique. Et pour appuyer ça, il cite la charte de l'ONU. Oui. Il rappelle que la charte exige le respect des droits sans distinction de langue ou de religion. En fait, c'est une manière de retourner l'argument des droits humains contre ses détracteurs. Il conteste ce qu'il appelle l'ordre basé sur des règles, en disant que ces règles, l'Occident les applique comme ça l'arrange. L'insistance sur la violation de la charte de l'ONU concernant la langue et la religion en Ukraine, ça vise à affaiblir la position occidentale sur ce terrain-là. Et l'histoire? L'histoire, elle y revient constamment. Les promesses soi-disant non tenues sur l'expansion de l'OTAN vers l'Est. Oui, le grand classique. Il parle de 5 vagues d'élargissement, malgré, dit-il, des engagements écrits lors de sommets de l'OSCE, Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, à Istanbul en 1999 et Astana en 2010. Sur le principe de sécurité indivisible. C'est ça. L'idée qu'aucun État ne devrait renforcer sa sécurité au détriment des autres. Pour lui, c'est une cause fondamentale de la crise actuelle. Absolument. Ces références historiques, les documents de l'OSCE, c'est la base de son argumentaire. Il veut donner un fondement juridique à l'idée que l'OTAN a violé ce principe. C'est une contestation directe de la légitimité de l'expansion de l'Alliance, vue de Moscou. Bien sûr, les interprétations divergent radicalement sur la valeur de ces engagements passés. Tout à fait. Et autre point historique qu'il soulève, la déclaration d'indépendance de l'Ukraine de 1990. Ah oui, celle-là est intéressante. Selon Lavrov, ce texte affirmait un statut permanent de neutralité pour l'Ukraine, non aligné, non nucléaire. Et là, le sous-entendu est assez lourd. Oui, il suggère que si Kiev abandonne cette neutralité, par exemple en voulant rejoindre l'OTAN ou en envisageant des armes nucléaires, alors la base même de sa reconnaissance internationale pourrait s'effondrer. C'est énorme comme argument. C'est un argument juridique et politique à très fortes conséquences, lié la reconnaissance de la souveraineté ukrainienne à cette neutralité de 1990. Ça revient potentiellement à remettre en question le statu quo si l'Ukraine change de cap. Ça redéfinit les enjeux du conflit, du point de vue russe en tout cas. Et quand il parle des territoires, la Crimée, le Donbass, ce qu'il appelle la Novorossia, La Nouvelle-Russie, oui, terme historique. il affirme que le but, ce n'est pas l'acquisition territoriale en soi, non, c'est la protection des populations russophones qui, dit-il, vivent là depuis des siècles. Et il fait un parallèle avec la Finlande. Oui. Il dit que la Finlande a cédé des territoires après la Seconde Guerre mondiale, mais qu'elle a prospéré grâce à sa neutralité qu'elle a récemment abandonnée en rejoignant l'OTAN. C'est une rhétorique qu'on entend beaucoup. La protection des peuples face à une prétendue ambition territoriale. La comparaison avec la Finlande, ça sert à la fois d'exemple historique sur les bienfaits supposés de la neutralité passée, et en même temps, c'est un avertissement à peine voilé sur les conséquences, vues de Moscou, d'un rapprochement avec l'OTAN. Bon, alors concrètement, il pose quoi comme condition pour un accord durable selon lui? 2 points reviennent sans cesse. Vas-y. D'abord, le respect des intérêts de sécurité de la Russie. Ensuite, le respect
totale des droits des russophones en Ukraine. Total? Oui. Et il va même jusqu'à suggérer que Zelensky devrait abroger les lois que la Russie juge discriminatoires avant même de pouvoir négocier sérieusement. Ah oui, carrément comme prérequis. Exactement. Et ces conditions, elles posent un défi majeur, soyons clairs. Elles exigent non seulement des garanties de sécurité pour la Russie, ce qui est potentiellement incompatible avec la souveraineté ukrainienne telle que Kiev et l'Occident la voient, mais aussi des changements législatifs internes en Ukraine. C'est une barre très très haute. Et pour finir, il revient sur son optimisme après les discussions avec l'équipe Trump. Il dit y voir une volonté de s'attaquer aux racines du problème. Contrairement à l'administration Biden. Voilà. Qu'il accuse d'utiliser l'Ukraine pour affaiblir la Russie. Il minimise aussi l'impact des sanctions, affirmant que la Russie a atteint une forme de souveraineté technologique et alimentaire. Et il confirme l'invitation pour Trump à Moscou. L'invitation est maintenue donc. Bon, si on essaye de synthétiser tout ça, on a une perspective russe, celle de Lavrov, très centrée sur ce qu'il appelle les causes profondes. L'OTAN, les droits des russophones, une critique très forte de l'Europe et de Biden, et puis une sorte d'ouverture, ou du moins un ton différent envers l'équipe Trump, mais avec des conditions pour négocier qui sont extrêmement fermes. Oui, c'est un bon résumé. Et peut-être une dernière réflexion à laisser à nos auditeurs. Cette insistance de Lavrov sur des récits historiques bien spécifiques, des interprétations juridiques particulières comme la déclaration de 1990 ou les documents de l'OSCE, ça montre bien comment des visions du passé qui sont radicalement opposées peuvent complètement bloquer la recherche de solutions aujourd'hui. C'est vrai. La question qui se pose, c'est « et ?» Que se passe-t-il quand ces interprétations de l'histoire deviennent elles-mêmes des obstacles qui semblent quasi insurmontables sur le chemin de la paix ?